Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour parler de ce sujet. Nous tenions également à remercier le West Data Festival de nous donner cette possibilité de parler de ce type de sujet innovant et également à toutes les équipes de LFD pour leur accompagnement. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la blockchain et des NFT. Le focus est évidemment sur les NFT, mais on ne peut pas aller, selon nous, directement aux NFT sans passer par la blockchain. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un sujet dont on parle beaucoup, souvent en superficialité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en appréhendant intelligemment ces technologies, on peut trouver vraiment des solutions innovantes pour améliorer l'expérience client. Donc, je vais vous présenter l'équipe Fragment complet, jumeaux numériques. Victor, donc notre responsable technique, qui louche un peu sur l'écran. Donc, c'est le développeur de la solution. Aldo, qui a 15 ans d'expérience dans le marketing, et moi qui suis en charge de la partie commerciale. Mon avatar est un petit peu flatteur. C'est une projection pour cet été. Un slide pour expliquer qui on est et ce qu'on fait. Donc en fait, on est une agence digitale spécialisée dans la blockchain. On accompagne les entreprises pour améliorer leur expérience avec leurs clients. Donc pour ça, on a développé un outil qui s'appelle Catapulte. C'est la première plateforme digitale 100% sur la blockchain. Et donc après, on va expliquer pourquoi la blockchain et quel est l'intérêt. Ce qu'il faut noter, c'est ce type de technologie a du mal à franchir certaines barrières du grand public parce qu'il y a des éléments qui sont un petit peu difficiles et techniques. Donc tout l'enjeu des différents acteurs qui se positionnent sur ces technologies ou sur ces marchés, c'est de le démocratiser, de le vulgariser pour le rendre le plus accessible possible auprès du grand public, auprès des entreprises. C'est pour ça que par exemple Catapulte, on a un outil qui est no code, no crypto, mais qui reste tout de même 100% sur la blockchain. Donc là, si on fait un petit sondage en levant la main, qui avant de participer au West Data Festival possédait un NFT? Ah, quand même. Il faut savoir que là, je pense qu'à l'Uni, on était à 10-15% de l'audience. En France, aujourd'hui, les détenteurs de NFT, c'est à peu près 6 à 8% de la population française. Donc on va dire qu'on est encore un petit peu sur une niche. Et maintenant, je repose la question, c'est combien de personnes dans la salle ont aujourd'hui un NFT depuis qu'ils ont téléchargé leur NFT West Data Festival. Donc là, on arrive presque à... Ah, il y en a certains, vous allez tous recevoir un mail. Donc on vous invite fortement à télécharger votre NFT. Donc là, on monte à peu près à 50% de l'audience à avoir un NFT. Et donc ça, c'est un peu tout l'enjeu en fait, que nous avait donné le festival. C'est voilà, on parle de technologie, mais on veut qu'elle soit accessible. Et donc c'est un peu tout l'objet qu'on va faire le making-of de l'opération, c'était de revenir sur cette partie-là. Donc avant de faire le focus NFT, on reprend un petit peu l'entonnoir. L'entonnoir, justement, c'est l'univers Web3. Florent va balayer un petit peu tout l'historique pour comprendre pourquoi aujourd'hui on est là. En effet, bon, maintenant, tout le monde connaît bien le web. En fait, le web a évolué depuis sa création. À son origine, on parlait de Web 1. Et donc là, vous, les utilisateurs, vous aviez qu'une chose à faire, c'était lire. Typiquement, vous allez sur une page type Wikipédia, vous avez des informations et vous lisiez les informations. Donc c'est vraiment comment le web a été créé. En gros, c'est une sorte de bibliothèque à l'échelle planétaire qui permettait de récolter l'information. Ça, c'est le web. Après, avec l'émergence des réseaux sociaux, des plateformes, il y a eu le web 2. Donc là, c'est vous qui avez commencé à poster des photos sur Facebook, sur Instagram. C'est vous qui avez commencé à partager du contenu. Et ces contenus-là, vous les avez... alors, peut-être certains avec des blogs et avec leur propre site, mais la plupart des gens ont utilisé des plateformes qui sont aujourd'hui dirigées par les GAFA ou vraiment les grosses sociétés. Et donc ça, c'était le web 2. Lire et l'utilisateur écrit, donne ces informations. Le web 3, c'est la continuité, c'est-à-dire, ok, vous continuez à avoir des informations, transmettre des informations, mais des informations que vous écrivez, vous en êtes les propriétaires. Aujourd'hui, quand vous postez une photo sur un réseau social, la photo, entre guillemets, ne vous appartient plus. Vous la léguez, entre guillemets, à la plateforme.
Je prenais un exemple hier sur J'ai le monde connecté avec des données de santé. Typiquement, voilà, Apple a toutes les données de mes données de santé que je lui partage. Avec le Web3 et la possibilité du NFT, vous allez rester propriétaire de vos données et vous allez pouvoir les partager ou non à certaines plateformes et vous allez pouvoir ou non les monétiser. Oui, j'accepte que mon assurance ait accès à un monde connecté, etc. Mais c'est vous qui allez avoir le choix de le faire ou pas. Donc voilà, la Web3, c'est la promesse que les personnes redeviennent propriétaires des données qu'elles ont et qu'elles veulent diffuser. Et c'est pour ça que c'est la continuité, il y aura sûrement un Web 4, un Web 5, ça va continuer d'évoluer. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, lire, écrire et détenir. Donc la blockchain, concrètement, c'est quoi? Je vais essayer d'être assez court sur cette partie et pas vous s'endormir. Donc la blockchain, c'est une espèce de cahier où on vient écrire des informations. Et ces informations ne peuvent pas être modifiées ni supprimées. Une fois que c'est inscrit dedans, c'est à jamais. Au niveau de la lecture, du coup, la blockchain, ça reste une base de données publique qui est accessible à tous et où tout le monde peut venir vérifier qu'une information est vraie. Donc voilà, au niveau des informations écrites dedans, ça peut être des données transactionnelles, des images, de la propriété numérique, des votes. On peut inscrire tout ce qu'on veut. Donc, typiquement, vous avez pour un retenu Web 2, grosse plateforme, Web 3, décentralisé, la blockchain, toutes les informations sont, on va dire, stockées sur un maillage, un réseau qu'on appelle la blockchain. C'est ça. En fait, c'est un réseau très sécurisé où beaucoup d'acteurs, en fait, plein d'acteurs indépendants viennent valider des transactions. Et avant de faire une écriture, des acteurs viennent tamponner et donc en fonction des networks, après le nom va changer. Je suis un petit aparté, c'est que je vais retrouver dans ma presse, mais ça peut être un exemple. Des fois, on fait l'analogie avec la banque et Bitcoin. Aujourd'hui, tout le monde a un compte bancaire, vous confiez votre argent à un organisme centralisé qui est une banque, parce que vous lui faites confiance et vous avez besoin de votre service. La blockchain, vous pouvez utiliser de la crypto-monnaie. En fait, c'est vous qui passez plus par une banque, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus un intermédiaire centralisé. Vous êtes détenteur, Web3, ce qu'on a vu, et en fait, vous pouvez après, je peux envoyer des NFT ou des fois à d'autres personnes. Donc voilà, c'est vraiment ce côté, et c'est la blockchain qui le permet, parce que c'est décentralisé, il n'y a pas vous avez compris, c'est pas centralisé. Bon. NFT, du coup, on en a beaucoup parlé, je vais le simplifier, c'est un type de propriété digitale. Vous avez compris, Web3, vous êtes propriétaire. Donc du coup, comment on prouve cette propriété? C'est par un NFT. C'est un type de propriété digitale. Comment en fait vous stockez l'ensemble de ces propriétés? Donc là, vous allez avoir ce qu'on appelle un wallet, un portefeuille digital. Donc si l'exemple de la banque, du coup, je prolonge, vous avez un portefeuille et dedans, à l'intérieur, vous avez des NFT qui correspondent à des certificats, des contrats, et vous avez des crypto-monnaies. Donc, ceux qui avaient déjà des NFT avant aujourd'hui avaient déjà un wallet pour pouvoir héberger leurs certificats et leurs tokens. Donc voilà, je vais juste retenir, c'est NFT, c'est un contrat, c'est un certificat de propriété digitale. Ce qu'on souhaiterait aujourd'hui mettre également en lumière, c'est que les NFT ont une très grande hype il y a quelques temps de ça, puis ensuite, par une dimension uniquement ultra spéculative, et en plus de quelques barrières, techniques, ça a éloigné un petit peu le grand public et les marques et les entreprises de ces technologies-là, hormis pour la partie un peu early adopters. Donc ça a conduit en fait, à un moment donné, des acteurs clés du marché de ne pas uniquement rester sous la grande vague des NFT un petit peu spéculatifs, mais de beaucoup plus donner une dimension utilitaire au NFT. Tout l'enjeu, et notamment les enjeux des marques, des entreprises et différents créateurs de NFT, c'est de rendre leur utilisation de NFT fonctionnelle et pas uniquement comme une bulle spéculative. L'enjeu pour ces entreprises-là, c'est de prendre conscience de la puissance de l'outil pour l'étendre comme une véritable expérience de marque, et notamment, si on tire le fil encore plus loin, comme un outil accélérateur de sa relation client.
Si on prend un peu l'historique au niveau digital, je parle d'un tunnel de conversion, je parle d'une marque, par rapport à ses clients. Au début, une marque n'a que des prospects, en se lançant ou à ses débuts. Elle a des prospects, ces prospects vont tomber sur cette marque uniquement par des actions de sponsoring, des actions de RP, des médias payants. Là, vous mettez votre prospect dans la position de prise de conscience. Les entreprises ensuite, quand elles réussissent le cap d'identifier un petit peu plus le circuit d'identification de leurs consommateurs, enfin de leurs prospects, elles utilisent des moyens de formulaire, des call to action, une landing page beaucoup plus spécifique, ciblée. Elles trouvent le moyen de récupérer des infos par des chatbots pour amener ce prospect à un lead identifié. Ce lead, ensuite, et là on est dans l'étape de la considération. La troisième étape, c'est la conversion. La conversion, en fait, entre le prospect qui devient client. Ce prospect devient client quand l'entreprise, à la fin, après avoir bien identifié ses spécificités, trouve le moyen, par des campagnes de témoignages, de marketing ciblé, de vraiment rassurer et convertir ce prospect en client. Ça, on appelle ça en fait un tunnel de conversion dans la dimension digitale. Toutes les entreprises passent par ces étapes-là. Et on oublie un petit peu trop que l'enjeu final de toutes les marques, toutes les entreprises, c'est en fait d'avoir son client mais un client ambassadeur. Ce client ambassadeur, c'est un client qui est récurrent, quelqu'un de fidélisé, quelqu'un qui est déjà acquis à la marque. Il est beaucoup plus facile, beaucoup plus rentable pour une marque, une entreprise, de maintenir un client. Ça lui coûte 5, selon les secteurs évidemment, 5 à 25 fois moins cher que d'essayer d'acquérir un nouveau client. Pourquoi nous insistons en fait sur ces points? C'est que les stratégies qui vont être mises en place pour la dimension client-ambassadeur, c'est des stratégies en fait de fidélisation par des événements, du contenu dédié, du contenu personnalisé, du contenu club. En fait, tous les contenus dont les NFT sont un médium particulièrement puissant pour faire ressortir ce biais. Donc en fait, pour résumer, chaque entreprise, chaque marque a un enjeu pyramidal, inversé, de transférer son prospect en ambassadeur. Et l'étape finale de fidélisation est notamment un socle que les NFT permettent d'accélérer, d'asseoir le plus efficacement possible. Donc en synthèse de ce que vient d'expliquer Aldo, c'est que l'objectif pour chaque entreprise, c'est à la fin, c'est d'avoir des clients engagés, récurrents, des ambassadeurs. Donc ça, c'est vraiment le Graal ultime, parce qu'on sait que on dit que les marques qui ont les communautés les plus fortes vont être les plus pérennes dans le temps, parce qu'elles ont leur socle de base qui va les suivre. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu pour la marque. Et en fait, pour avoir ce lien privilégié avec ces ambassadeurs, il faut aujourd'hui faire des interactions. Il faut vraiment se rapprocher soit des clients de la communauté entre eux, pour vraiment avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe, et aussi il faut être en discussion directe avec l'entreprise. Donc toutes ces choses-là, elles vont être possibles par un modèle de fidélité moderne, donc, et notamment lié avec la partie NFT qui vient aider. Il y a aussi du coup un enjeu pour le consommateur. Le consommateur, il a besoin de se sentir reconnu. Et donc c'est ce que je disais, sentiment d'appartenance, lien fort avec les valeurs de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment, on va dire que on remarque qu'aujourd'hui les clients sont vraiment plus dans un système de consommer comme ceux qui leur ressemblent. Donc c'est vraiment cette partie-là. Et donc les NFT, donc d'avoir un certificat de propriété qui va les lier à la marque, va renforcer ces sentiments. Alors si on reprend un petit peu quelques exemples d'utilité qu'un programme de fidélité qui revêtirait l'aspect en fait d'un portefeuille NFT, c'est, comme on l'a dit, permettre en fait à ses consommateurs, permettre à ses clients d'avoir accès à des produits en édition limitée, permettre d'avoir accès à des codes de réduction, des codes promo. Donc on est encore là dans des productions qui ressemblent à de la fidélisation, carte de fidélité, mais avec un portefeuille NFT, vous pouvez plugger tout un ensemble de services complémentaires qui densifient énormément en fait la valorisation d'une marque envers ses consommateurs, envers ses clients,
Et elle revêtit aussi également des services additionnels que vous pouvez plugger. Imaginez en fait un de vos clients, vous lui donnez accès à des leçons en ligne supplémentaires, à des consultations individuelles, à du coaching. En fait, tout ça, vous pouvez maîtriser toute une sorte de chaîne de bénéfices, une chaîne d'avantages que vous libérez de façon évolutive avec un élément NFT. Et là encore, on est dans cette valorisation en fait, du client. Et tout à fait. Après, les détenteurs de NFT peuvent être invités à des événements physiques organisés par l'entreprise, par la marque. Donc voilà, une avant-première, une soirée privée, donc là vous êtes invité. Et en fait, il y a aussi sur la partie métaverse, il y a de plus en plus de marques qui veulent faire des événements aussi dans le métaverse. Et typiquement, pour que votre avatar en fait, soit autorisé à rentrer entre guillemets, sur l'événement, il faut montrer son billet, et là-bas, le billet, c'est le NFT. Donc ça va vraiment permettre de faire des événements digitaux, physiques ou virtuels, et tout ça relié sur le NFT. Donc demain, le West Data Festival organise en cours d'année un événement sur le Metaverse, et seuls les détenteurs du billet NFT que vous avez pourront accéder typiquement à cet événement virtuel. Donc ça, c'est un exemple. Quand on disait que c'est un enjeu aussi pour les entreprises et les marques de se rapprocher de leurs clients, il y a beaucoup plus de marques qui commencent à interroger leurs clients. Donc typiquement, droit de vote. Voilà, on va sortir un nouveau produit, et tous ceux qui vont consulter leurs ambassadeurs pour dire nous voilà, on hésite entre ça et ça, vous, la communauté, qu'est-ce que vous préférez, sur quelle vision vous voulez qu'on développe le produit. Et en fait, c'est toujours ce sentiment d'appartenance, de connexion et de se rapprocher entre les marques et les clients. Donc ça se développe énormément. Et après, il y a des choses beaucoup plus ludiques, un peu gamifiées. Donc voilà, vous entendez NFT, il y a des tirages au sort, il y a des sortes de tombola qui permettent à certaines personnes d'avoir un événement exclusif. Comme tu disais tout à l'heure, c'est rencontrer quelqu'un, faire une visite de l'entreprise, rencontrer des gens un peu inspirants qui sont connectés à la marque, etc. Et en fait, tous ces événements-là, ils sont liés aux personnes de la communauté qui détiennent, entre guillemets, ce certificat NFT de la marque. Et globalement, les NFT et un portefeuille NFT complet pour une entreprise, c'est un moyen hyper puissant de valoriser ses clients, les récompenser, bâtir du lien avec eux, leur donner un côté un peu exclusif pour du long terme. Donc là, typiquement, c'est une stratégie long terme que les entreprises et les marques sont en train de mettre en place. Donc nous, on les accompagne, ça peut être aussi d'autres acteurs qui le font. En gros, ce qu'il faut faire, c'est il y a différentes étapes clés sur lesquelles il faut échanger avec le client. Déjà, la première étape, c'est quoi sa stratégie? Qu'est-ce qu'il veut faire? Quelle relation client il veut bâtir? Quel est son objectif? Une fois qu'on a trouvé son objectif, dans la liste d'avantages qu'on nous a posté juste avant, là, on avait une dizaine qu'on avait affiché, mais entre guillemets cette liste infinie, et quelle liste d'avantages on va intégrer dans le programme de fidélité pour répondre à sa stratégie. Une fois qu'on a trouvé le ou les avantages qu'on va insérer, on identifie le public cible. Donc là, c'est ce que nous expliquait Anne tout à l'heure, lead identifié, client ambassadeur. Et voilà, on essaie de vraiment leur dire qui on va adresser. Et après, vous l'avez compris, il faut étudier la fidélité et le coût. Entre guillemets, d'avoir un NFT, c'est bien, mais s'il n'a pas de valeur, il ne vous sert à rien. Vous allez dire, c'est bien, j'ai le NFT du West Data Festival, mais derrière, ça me sert à quoi? Du coup, il faut vraiment avoir une utilité. Donc nous, on est un support technologique qui permet de vous rapprocher avec les entreprises, les marques, et là, dans l'occurrence, le West Data Festival. Mais il faut aussi que le West Data Festival vous donne des avantages et des choses que vous n'aviez pas avant. Donc c'est un choix et c'est une réflexion entre les entreprises et les clients. C'est vraiment quelque chose de global, et donc du coup, c'est un investissement de l'entreprise de vouloir créer cette communauté d'ambassadeurs. Une fois qu'on a là, on lance l'opération, on communique, et après on va forcément faire un retour sur investissement avec l'entreprise, voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qu'il faut changer, et on adapte. Donc voilà, et après on repart sur des nouvelles actions. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une image des grandes étapes qu'il faut faire pour lancer un programme de fidélité adapté avec ses clients. Alors, globalement, là, on va regarder les cas d'usage de différentes entreprises que vous connaissez largement et qui revêtissent différents aspects. Premier exemple, Sora. Vous avez probablement entendu parler de Sora. Imaginez
grande carte Panini digitale. Ça, je le vulgarise à l'extrême, mais c'est une boîte qui réussit remarquablement dans l'univers NFT. L'enjeu est d'acquérir justement des cartes et de composer ensuite une équipe réelle avec les meilleurs joueurs. Les cartes prennent de la valeur, vous pouvez les échanger, et c'est toute cette dimension de gamification, toute cette dimension de collection qui a un impact très fort auprès du grand public. Ensuite, vous avez par exemple Nike qui a fait une action, elle, au niveau des NFT, plutôt type marketplace. Ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez des sneakers et des vêtements Nike complètement dans un univers virtuel. La puissance de ce qu'ils ont mis en place, c'est de pouvoir créer des avatars complets avec l'univers Nike, un univers qui va prendre de la valeur. Ce qui est assez fou, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'univers alternatif d'avatar nous semble encore un petit peu abstrait, mais dans quelques années, on aura vraiment une sorte d'équivalent type jumeau numérique. Notre identité numérique aura énormément de valeur, de la même façon que si on reprend il y a 5 ans, les certifications Instagram, YouTube, etc. Nous semblaient anecdotiques et en fait c'est devenu un élément clé. Là ça le sera encore plus. Là l'exemple d'Ado c'est après-demain au Data Festival et du coup dans le Metaverse, vous voulez votre avatar soit customisé avec des attributs visuels qui vous sont chers. Et donc, vous lui mettez une casquette Nike, vous lui mettez ce que vous voulez. Mais du coup, en fait, dans ce monde virtuel, il faut quand même que vous prouviez que vous êtes titulaire de en l'occurrence, ce vêtement. Donc, du coup, c'est le NFT qui certifie que vous êtes propriétaire et vous pouvez habiller votre avatar. Donc ça, c'est un des cas d'usage. Starbucks avait un outil de fidélité classique. Ils ont voulu en faire en étendre un. Donc du coup, il ne vient pas pour le moment remplacer l'actuel, mais c'est une extension. Et donc là, lui, c'est quelque chose de novateur, parce que souvent, ceux qui viennent à Starbucks, c'est des clients assez réguliers. Et donc, ils distribuent des NFT. Et vous pouvez avoir des expériences un peu uniques sur la marque, sur découvrir. Donc il y a des jeux, des quiz. Et ils essaient de faire quelque chose un peu plus proche de leurs clients. Et on a pris un exemple encore un peu différent pour le côté digital. Donc Sephora, ils ont leur programme de fidélité classique. Ils ont considéré aussi des ambassadeurs qui sont potentiellement situés partout dans le monde. Et du coup, ils ont voulu faire un big event avec plus de 16 000 ambassadeurs de Sephora. Et là, ils ont eu en avant-première la découverte des nouveautés. On leur a offert aussi des packs de produits, etc. Donc, ça leur permettait, eux, qui avaient une dimension très large, de relier tous leurs ambassadeurs sur un même lieu physique. On en parlait ce midi, aujourd'hui les programmes de fidélité classiques, souvent les marques récompensent ceux qui consomment le plus. Vous demain, vous achetez beaucoup chez une marque, vous allez gagner en fait, vous allez monter dans leur type de fidélité parce que vous consommez beaucoup. Là, la promesse typiquement du Web3 et des ambassadeurs, c'est que potentiellement il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter certains produits, mais pour autant c'est des vrais ambassadeurs de la marque. Je prends l'exemple de ce midi, un fan automobile de BMW. Peut-être qu'il y en a qui n'a pas les moyens d'acheter la dernière BMW, et du coup, dans le fichier client BM, il n'apparaît pas parce qu'il n'a pas la concession acheter la dernière voiture. Et pour autant, c'est un passionné de mécanique, il connaît tout sur la dernière nouveauté, la dernière course, il va faire un blog, etc. Et lui, pour la marque, au final, c'est quelqu'un qui est super important, parce qu'il est vraiment engagé, il participe à des événements, etc. Mais aujourd'hui, il n'est presque pas connu de l'entreprise. Et typiquement avec le Web3, l'intérêt c'est que via des événements qui ne récompensent pas que l'engagement financier, mais aussi ça peut être son engagement sur des parties tiers, et il va pouvoir être un vrai ambassadeur de la marque et du coup être connecté et rentrer dans l'écosystème. Donc c'est ce côté-là aussi qu'on veut mettre en avant sur ce nouveau programme de feed, c'est pas récompenser que ceux qui consomment beaucoup, mais c'est ceux qui sont engagés vers la marque. Si on balaye également les autres sujets de fragments. Ouais, donc là on a listé quelques sujets en cours. Donc à chaque fois on a typiquement une école de commerce qui nous a contactés. Eux, en fait, ils ont une problématique, c'est-à-dire que leur but, en gros, il y a une compétition entre les écoles de commerce, donc des fois vous devez voir apparaître tous les ans dans le point le classement de la meilleure école de commerce, etc. Eux, leur objectif, c'est d'attirer toujours plus d'étudiants. Donc c'est que les étudiants aient envie d'argent.
Donc, dans l'exemple d'Ado, quand vous prenez l'entonnoir, ils sont vraiment tout en haut, ils sont en lead ou identifiés parce qu'on sait qu'ils ont eu leur bac et qu'ils vont devenir là-dessus. Donc eux, c'est comment j'attire cette clientèle chez moi. Une fois que l'étudiant est là, comment je fais qu'il soit un peu investi dans l'école, qu'il soit plus juste je prends mes cours et à 18h je rentre chez moi, je vais faire une soirée. Comment j'arrive à engager mon étudiant tout au long de sa scolarité, qui participe à des événements de l'école. Et la même chose, une fois que je suis diplômé, voilà, l'école, j'en entends plus parler, et comment on garde le lien à l'école entre les alumni, les anciens étudiants, et comment ces personnes-là vont potentiellement, ils vont passer sur des postes à responsabilité, prendre des stagiaires, des alternants, embaucher des gens de l'école, peut-être passer des formations complémentaires, etc. Donc en fait, eux, typiquement, ils ont besoin d'adresser tous ces aspects-là, et donc là, ce qu'on leur a proposé, c'est de faire une sorte de passeport évolutif, où au début, vous êtes un admissible, vous n'êtes pas encore étudiant, vous passez étudiant, vous gagnez des attributs, et après vous êtes un ancien étudiant, enfin un ancien élève, et donc du coup, on essaie de faire un programme pour engager une sorte d'engagement fort tout au long de l'étape. Et faire des ponts voilà, avec les mentors, etc., des entreprises partenaires. Et donc c'est typiquement, la technologie nous permet de faire ça. Un exemple aussi qu'on a, c'est une association de commerçants de centre-ville. Aujourd'hui, chaque commerçant indépendant a des fois son programme de feed, soit ils tamponnent une petite carte cartonnée de famille, voilà, et soit ils ont un petit système. On va dire que eux, individuellement, ils n'ont pas les moyens de faire un programme type Sephora ou Starbucks, comme vous avez vu juste avant. Et pour autant, ils disent, voilà, les jeunes, ils viennent plus en centre-ville, ils achètent sur Internet, qu'est-ce qu'on peut leur faire pour leur donner envie de revenir consommer dans le centre-ville. Et donc là, avec une association de commerçants, on s'est dit, on peut faire une carte de fidélité donc sur le format d'NFT, un peu sur le principe de la gamification, où en fait, si vous consommez dans, par exemple, 5 commerçants, vous avez des réductions pour le match, faire des partenariats, des ponts avec tous les acteurs en fait, de la ville, pour redynamiser cette partie, j'ai envie d'aller consommer chez commerçants parce que j'ai une carte globale. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer et sur lequel on est très confiant. Typiquement, un office du tourisme aussi qui nous dit nous, on voudrait, pareil, adresser une clientèle un peu plus jeune et un peu plus internationale. Donc là, on travaille sur un projet, alors vous avez peut-être suivi il y a quelques années Pokémon Go. En gros, certains téléchargeaient une application et ils venaient capturer des Pokémon qui étaient disposés physiquement en fait, un peu partout dans le monde. Et là, on s'est dit, on peut faire pareil, on peut sur les monuments de la ville mettre des NFT et avec votre application, vous venez scanner, vous avez un quiz sur des questions sur le monument que vous visitez. Et si vous avez fait le parcours intégral de la ville, pareil, il faut toujours une contrepartie, il vous récompense avec soit des réductions, soit il vous invite à des événements, etc. Par du physique et du virtuel. Donc c'est vraiment sur ça qu'on travaille. Et un dernier exemple, du coup, c'est sur des petites marques. Là, typiquement, eux, ils veulent faire plus de chiffre d'affaires, on va dire. Et là, en fait, valoriser le côté unique de leur collection. On voit ces petits traders qui vont faire des choses sur 100, 200, 300 pièces. Et de certifier que ce que le client achète est unique ou alors en conditions très limitées, on certifie par du NFT. Et donc, ça leur permet de valoriser un petit peu soit le prix auprès du vendeur, etc. Pour dire, voilà, vous avez acheté quelque chose d'unique. Pour faire également le tour en fait, des projets que vous pourriez faire pour avoir d'autres formes de cas d'usage, cas pratiques que nous n'avons pas encore fait, mais c'est de se dire que il y a plein d'activités potentielles. Si on se penche par exemple auprès des CE, les comités d'entreprise ont énormément d'enjeux pour renforcer les avantages de leurs salariés, pour protéger leurs droits, pour leur faire maximiser des avantages commerciaux. Par exemple, les CE pourraient faire évoluer les différents avantages des salariés en proposant une forme d'expérience type client à de l'interne. En leur donnant la possibilité d'avoir un avatar numérique qui rassemble différents droits en interne. Et c'est un vrai sujet pour les comités d'entreprise de travailler là-dessus et de conférer aussi une dimension très personnalisée.
Ouais, en complément, on voit que les entreprises dans le télétravail, ce qu'elles ont du mal à avoir, c'est d'avoir aussi des employés, entre guillemets, qui ont cette culture d'entreprise. Avant, la culture d'entreprise, on la faisait à la machine à café, parce qu'on parlait avec ses collègues. Là, aujourd'hui, on se voit sur Zoom, Teams, et en fait, il y a on va dire, une sorte de perte de ce lien qui renforce. C'est pour ça qu'on a entendu, il y a beaucoup plus de mobilité, de reconversion professionnelle, parce que les gens se sentent tellement proches de leurs collègues et de leur entreprise. Et donc du coup, on peut imaginer aussi un programme de fit, mais plutôt interne, dire comment en fait l'entreprise se reconnecte avec ses salariés en proposant des activités un peu faibles. L'autre possibilité en termes de cas d'usage, c'est justement de travailler sur une dimension de gamification, en utilisant à chaque fois les ressorts des NFT, ce que ça peut permettre. Pour avoir une communication différenciante, d'avoir une approche qui récompense tous ces aspects, ça renforce, votre positionnement en tant que marque, entreprise, organisation, tout ce que vous voulez et qui est tourné vers l'extérieur, vers l'autre. Si vous utilisez la gamification, des quiz, des parcours, des défis, en fait, vous allez toucher des ressorts qui vont toucher soit l'émotion, soit l'humour, qui sont des liens beaucoup plus forts et beaucoup plus percutants, et du coup qui renforcent le lien envers une marque, et ça permet vraiment d'aller plus loin parce que le client est récompensé. L'autre possibilité de cas d'usage à creuser, c'est vous avez le financement d'un nouveau service, d'un nouvel outil, d'un nouveau produit. En fait, en adossant une collection de NFT à votre besoin de financement complémentaire, qu'est-ce que vous faites en faisant ça? Vous engagez vos clients à vous suivre, à être à l'initiative d'un nouveau projet. Ça leur donne ce sentiment de valorisation, c'est-à-dire grâce à moi, vous pouvez lancer quelque chose de nouveau. Donc, comme on vous l'a dit, les clients d'aujourd'hui ne sont plus les clients, d'hier où juste, il fallait consommer. Il faut donner d'autres éléments, donc des éléments de valorisation, des éléments qui ont du sens. Donc, le fait de pouvoir accompagner une nouvelle collection, accompagner un nouveau produit, on est dans une véritable valorisation de consommation. Donc ça aussi, c'est un élément fondamental d'avoir une approche NFT comme levier de financement pour certains créateurs. Et également, ça donne un côté privilégié. Vous pouvez, là on quitte les petites entreprises, même les grosses, mais pour aller atteindre sur des grosses PME, des grosses entreprises, si vous avez un écosystème d'entreprise assez large, plusieurs champs d'activité, plusieurs filiales, une entreprise qui a parfois, une maison d'hôtes, de la restauration, un peu logistique. Parfois, son écosystème de clients est assez éclaté. S'y retrouve pas, ne sait pas. Hétérogène. Mais éclaté au sens étymologique du terme. En gros, certains clients ne savent pas que l'entreprise ou le groupe a à l'initiative telle autre filiale, etc. Son écosystème n'est pas connecté auprès de ses clients. C'est ultra problématique parce qu'il n'y a aucune synergie qui est développée. Ce qu'il faut en fait faire pour ces groupes-là qui ont différents services éclatés, c'est de les reconnecter. Vous les reconnectez en ayant un élément central qui permet d'accéder en fait aux différents avantages, qui permet justement par ces biais soit d'un programme de fidélité NFT, mais de les remettre au cœur d'un groupe global qui a une communication cohérente et une dimension commerciale cohérente. L'autre élément également qui est hyper important dans l'identification des cas d'usage, c'est imaginer que vous êtes une marque qui a lancé un produit, et en fait sur le marché secondaire, vous n'avez pas en fait l'usufruit de ce que vous avez créé. C'est problématique, ça fait le succès du Bon Coin, de Vinted, de tout ce que vous voulez, mais parfois c'est au détriment aussi du produit et des marques. Là, plutôt que d'avoir des entreprises qui subissent, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas qui ne bénéficient pas de l'utilité du marché secondaire, le fait de plugger un programme de fidélité NFT ou une collection de NFT à son produit, en fait ça permet à une entreprise qui a défini un système de redevance sur son produit de percevoir en permanence les bénéfices générés à nouveau par ce marché secondaire. Donc c'est complètement durable dans l'approche, c'est hyper cohérent, c'est hyper transparent, et plutôt que parfois certaines entreprises partent à la chasse, à la contrefaçon ou à la revente, sur le marché annexe, en fait,
tout le monde est bénéficiaire et ça incite également ce marché secondaire à avoir une vie pleine, en plein essor. Si je prends un exemple qui va peut-être vous parler, vous êtes peut-être inscrit pour la billetterie des JO 2024 à Paris, hein. Donc il y avait un tirage au sort et donc vous pouviez acheter des billets à 24 €, enfin différents tarifs, mais en tout cas ils ont marketé que c'était des JO inclusifs et qu'il y avait un certain nombre de billets pas trop chers. Imaginons que vous en avez eu un. Donc vous avez payé 24 €, donc l'organisation des JO a coûté 24 €. Imaginons que vous avez chopé une place pour un match de basket et que c'est États-Unis contre je sais pas qui, et du coup il y a des Américains qui veulent absolument venir à Paris au JO et voir ce match. Ils n'ont plus de place. Donc vous, 24 €, vous dites je peux la revendre de 1 000 €, bon je me fais mon petit bénéfice, je la revends. Donc vous allez entre guillemets prendre votre bénéfice. Les JO qui est l'organisateur, c'est grâce à eux entre guillemets que l'événement existe, c'est grâce à eux que ces prix arrivent, mais ils vont toucher 0 potentiellement sur la revente de ce nouveau billet qui vaut aujourd'hui 1 000 €, même s'il a été mis en circulation à 24 €, là au mois de mars 2020. Si en fait ce billet est lié à un NFT, lors de la revente, donc c'est le marché secondaire qui expliquait très bien l'eau, c'est qu'on pourrait associer un pourcentage en fait. Donc typiquement sur la revente, les JO auraient touché 10% de la revente du prix. Donc ils auraient limite ça aurait pu être un frein du marché noir en fait, de revente de billets. Alors j'ai pris dans les JO, ça existe pour tous les festivals, pour tous les concerts. Et donc du coup, celui qui organise l'événement récolte entre guillemets le montant par rapport à l'événement qui est organisé. Donc ça c'était encore un exemple, mais c'est vraiment. Alors là au début on est qu'au début, ça semble un peu abstrait, mais a priori demain tous les événements seront par billetterie NFT et ne seront plus par des événements type event où vous imprimez ou vous montrez votre scan. Et pour compléter ces cas d'usage complémentaires, vous pouvez également connaître précisément le parcours de vos clients. On a dit tout à l'heure que les NFT reposent sur la blockchain. L'avantage et la puissance de la blockchain, c'est sa dimension d'authentification, de certification. Donc en fait, vous avez un historique permanent traçable, vous pouvez connaître le parcours de vos clients, donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant de mettre en place ce type d'action pour consolider, une base de données cohérente.